Ah, merci. On me présente comme membre du Conseil économique et social, mais je suis plus, du point de vue carrière, comme professeur des universités. C'est ma fonction principale. Je voudrais, avant de commencer, exprimer mes plus vifs remerciements aux organisateurs de cette importante rencontre qui m'invitent encore une fois. Et je ne peux être que reconnaissant. D'autant plus que la session de ce matin est d'ailleurs sous la direction du docteur Corvino. Il y a eu un ouvrage qui a été élaboré et auquel j'ai eu l'honneur de contribuer sur toutes ces questions de croissance et développement, dépassement du PIB, etc. Ah bon, très bien, merci bien. Mais je voudrais, compte tenu de ce qui a été dit ce matin, à propos, et ces jours-ci, à propos du développement de la croissance, à propos des hydrocarbures, de leur rôle, de leur statut, à propos des relations entre les différents pays, notamment entre les deux rives de la Méditerranée, je voudrais illustrer simplement cette articulation croissance-développement social à travers l'expérience algérienne, très rapidement, parce qu'elle dépend des chocs et des contre-chocs pétroliers. Et le défi majeur de l'économie algérienne, c'est la diversification de cette dernière. Alors, s'il vous le permettez, très brièvement, la croissance économique a été soutenue après l'indépendance, et notamment après les années 70, donc le premier choc pétrolier. Cette croissance qui a été réalisée grâce à des investissements publics massifs, près de 40% du PIB, ont engendré une élévation du niveau de l'emploi et une amélioration nette des conditions de vie de larges couches de la population. Mais le contre-choc de 86 s'est traduit par une chute drastique des recettes d'exportation de ce pays, une chute du taux d'investissement, une chute du taux de croissance qui est devenu négatif du PIB, moins de 2% en 88. Les années 90, années de la tragédie nationale, qui ont été caractérisées également par une chute de la capacité d'importer, qui ont été caractérisées par une augmentation du service de la dette, un recours au FMI et l'adoption d'un programme d'ajustement structurel dont les conséquences ont été au moins les suivantes: une aggravation du taux de chômage, une aggravation des franges de la pauvreté par rapport à de larges franges de la population algérienne. Pour citer le taux de chômage, à la fin des années 90, s'il était de 10% en 1985, il est passé à 27% en 2001. 85% des chômeurs sont âgés de moins de 30 ans. Par ailleurs, selon la Banque mondiale, l'élargissement de la frange de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté est passé de 12,2% en 1988 à 24% en 2000. D'où la nécessité pour les autorités d'adopter un programme de lutte contre une telle situation et un processus d'inclusion. Depuis 2000, et grâce à l'aisance financière de l'Algérie, tout en maintenant un programme d'action sociale, le gouvernement a lancé des programmes de soutien ou de logistique à la croissance économique gigantesque, parfois de 150 milliards de dollars au niveau de chaque programme. Il a pris en considération les besoins de larges couches de la population. C'est ainsi, entre parenthèses uniquement, à la fin des années 2000, le développement humain du rapport PNUD, dont je faisais partie au niveau de New York, a montré tous ces progrès. Large accès à l'eau potable, large accès à l'électricité et au gaz, large accès à l'éducation avec un renversement du point de vue du genre féminin supérieur au masculin, la transformation, expérience intéressante, de jeunes chômeurs en entrepreneurs. C'est dire combien
ce pétrole, avec son accroissement des prix, a permis à la population de s'améliorer et donc a apporté également la paix sociale. Et Dieu merci, parce que les Algériens savent, à travers la tragédie qu'ils ont vécue, ce qu'est l'instabilité politique et économique. Nous avons payé un prix lourd, aussi bien en coût humain qu'en coût matériel. Mais la question qui se pose maintenant est la suivante. Est-ce qu'il est possible de continuer avec cette extension des dépenses publiques qui sont principalement financées à 97% par les recettes d'exportation des hydrocarbures? C'est ça la question. Alors, pratiquement, la réponse est non, puisque nous avons essayé de montrer comment ça évolue en fonction du choc pétrolier. D'ailleurs, juste avant que je ne vienne, le gouvernement a réuni une grande rencontre internationale. Il s'est réuni avec des acteurs internationaux, avec des organisations internationales, avec les acteurs sociaux, pour essayer de dégager, et des experts bien entendu, pour essayer de dégager une feuille de route, comment relever le défi de la diversification. Et pour le relever, il est nécessaire de se concentrer sur l'investissement productif, qui fait relativement défaut. Il est faible en Algérie. Or, permettez-moi de citer Arthur Lewis, prix Nobel, c'est vieux, mais l'idée d'actualité en Algérie. Lorsque Arthur Lewis disait que le tournant réellement décisif dans la vie d'une société n'est pas le respect de la richesse, mais c'est le moment où la société commence à placer au premier plan l'investissement productif et la richesse. Autrement dit, la richesse qui résulte de cela. Et ceci m'amène à mon deuxième point très rapidement, qui est celui de la relation entre l'Algérie et l'Union européenne. Très rapidement. Les importations algériennes n'ont fait qu'augmenter. Et en 2013, nous avons eu comme importation 54,85 milliards de dollars. Les principaux partenaires de l'Algérie sont les pays de l'Union européenne. Et parmi ces pays de l'Union européenne, vous avez l'Italie, la France et l'Espagne. Ce sont eux les principaux partenaires. Sauf, parce qu'hier on parlait des Chinois, sauf qu'en Algérie, cette année, en 2013, le principal fournisseur a été la Chine. Il y a une pénétration de la Chine formidable. Alors, la question qui se pose est la suivante. C'est qu'en dehors du secteur des hydrocarbures, les investissements directs étrangers restent relativement faibles eu égard aux ressources et aux potentialités de l'économie algérienne. Qu'il s'agisse donc, comme je disais, de l'énorme niveau de réserve d'échange, qu'il s'agisse d'un taux d'inflation relativement faible, d'une dette extérieure qui n'existe pas, etc., et des nouvelles infrastructures. Alors que nous avons besoin, nous, de cet investissement direct étranger pour diversifier notre économie. Et c'est là où je dis, nous devons, par rapport aux pays que j'ai cités, nous devons dépasser le simplement échange. Alors, bien entendu, je sais, j'ai entendu des discours louables, généreux, etc. Mais je crois, comme je vous l'ai dit, Adam Smith nous l'a appris, l'homme est mu par son intérêt personnel, notamment en matière de business. Ça, on nous l'a appris, il ne faut pas trop, à mon avis, peut-être c'est la déformation de l'économiste à ce niveau-là. C'est tout simplement comment faire pour que nous ne soyons pas dans un jeu à somme nulle. Comment faire pour qu'il y ait conjugaison d'intérêts? Moi, je ne demanderai jamais de la bienveillance du boulanger de me donner du pain. Je sais qu'il ne me le donnera pas. Ou alors il me le donnera une fois. Mais simplement, comment conjuguer ces intérêts de manière à ce qu'on rende un peu plus significative cette formule gagnant-gagnant. Et je vous remercie infiniment pour votre attention.